Bonjour à tous et merci mesdames et messieurs d'être avec nous pour votre nouvelle édition de l'émission Droit de réponse sur Equinox Télévision. Deux principaux sujets vont constituer la trame de fond de nos échanges ce dimanche. Nous allons d'abord nous intéresser à ces inondations qui ont encore touché la ville de Douala cette semaine. À l'origine, la pluie qui s'est déversée sur la capitale économique dans la nuit de mercredi à jeudi. Une information qui n'a pas échappé à la presse, qui s'est d'ailleurs fait le devoir de rappeler que cela fait 1 an que la capitale économique avait vécu la même situation. La presse qui rappelle d'ailleurs que jusqu'à ce jour, les mesures annoncées pour remédier à cette situation sont toujours attendues sur le terrain. Nous parlerons ensuite de ce projet de loi portant code pénal qui, contre vents et marées, a finalement été adopté à l'Assemblée nationale. Un passage en force selon certains tabloïds. L'on a finalement appris que, contrairement aux déclarations du bâtonnier, les avocats avaient été consultés. C'est ce qu'a fait savoir donc le ministre de la Justice face aux députés. C'était lors de cette séance plénière d'adoption mercredi dernier. Qu'à cela ne tienne, le code passe très mal puisque des avocats ont marché en fin de semaine à Bamenda. La dernière dont sortie des avocats du Nord-Ouest montre que ce code n'est pas encore apprécié dans l'opinion publique. En quelques minutes et en quelques mois, à la fin de cette émission, nous allons nous intéresser à une information qui pousse la polémique dans un pays voisin. Il s'agit du Sénégal. C'est la libération de Karim Wade. Le fils de l'ancien président sénégalais a bénéficié vendredi d'une grâce présidentielle alors qu'il était incarcéré pour enrichissement illicite. Nous en dirons un mot avant de sortir de cette émission. Mais avant, vous le savez, nous allons sacrifier un rituel de cette émission en faisant donc un tour de revue de presse avec Flavien Dongo pour comprendre comment est-ce que la presse a traité les sujets retenus pour cette édition de Droit de réponse. Bonjour à vous Flavien. Bonjour Albertine, bonjour à tous les invités que je trouve déjà très engagés. Alors on va aller pour cette revue de la presse de sujet, nous le disions. Nous allons parler de ces inondations et puis de ce code pénal qui a finalement été adopté. Alors je voudrais commencer par la fin, par votre fin naturellement, c'est-à-dire le code pénal qui a été adopté à l'Assemblée nationale par les députés. D'ailleurs, la nouvelle expression qui n'a pas raté l'occasion nous apprend que le président de l'Assemblée nationale et le gouvernement ont fait passer en force le projet de loi, le projet du code pénal très contesté, et que cette adoption a créé donc un véritable branle-bas dans l'hémicycle de Ngouaïkele. Le reporter de la nouvelle expression a constaté que lors de la séance plénière d'adoption du code pénal, les députés du MRC, du SDF et d'autres aussi ont claqué la porte. Le même reporter du quotidien la nouvelle expression dit que la surprise dans tout cela était donc la désolidarisation du député de l'Océan, l'honorable Martin Oyono du RDPC, qui n'a pas cautionné toutes les bavures donc qui entourent le code pénal révisé par ses camarades du parti, d'ailleurs le RDPC et même les députés, sans véritable expérience avérée sur les questions de droit. Pour le vice-président du Social Democratic Front, l'immunité accordée donc aux membres du gouvernement va accentuer les détournements au sein de l'appareil gouvernemental. L'honorable Joshua aussi dénonce d'ailleurs cet état de choses, tout comme les avocats qui pensent que le ministre de la Justice a torpillé le code pénal avec donc ses petits copains, avec la complicité de ses petits copains. Le messager pense tout cela a été donc un travail forcé par certains députés. Et l'AFP, l'Alliance des forces progressistes, dénonce d'ailleurs aussi cette unilatéralisation amplifiée par l'exécutif. Selon le messager, c'est après avoir passé 8 heures de plénière que les députés ont approuvé donc le projet de loi portant relecture du code pénal et tout cela donc sans l'avis du député RDPC Martin Oyono qui a fait comme ceux de l'opposition qui disent ne pas encourager les bêtises du ministre gardé des Sceaux qui est donc resté sur la défensive durant toute la plénière. Le ministre de la Communication du Shadow Cabinet du Social Democratic Front pense que c'était donc céder la provocation en tout cas que fait le gouvernement en ce moment à travers ce code pénal, le fait d'adopter l'implémentation même de l'homosexualité et autres déviances. Le maire adjoint de Douala 2e, Jean-Robert Wafo, se range derrière les avocats qui contestent ce désordre que Laurent Esso a orchestré dans leur corporation. Le messager rappelle même que les avocats sont désormais divisés sur cette opération menée par Laurent Esso qui renforce d'ailleurs l'immunité des ministres et des parlementaires. Plusieurs avocats demandent que la relecture soit donc refaite et un mémorandum a d'ailleurs été déposé auprès du président de l'Assemblée nationale qui est donc resté lui aussi muet, une attitude qui a amené d'ailleurs les avocats à marcher sur Bamenda. Ils ont même annoncé que d'autres manifestations vont avoir lieu à travers le pays pour dénoncer toutes ces dérives. Pour eux,
Trop, c'est trop, disent-ils. Alors, autre sujet qui énerve aussi les Camerounais et qui a d'ailleurs énervé les Camerounais cette semaine, depuis 2 ans déjà. On a parlé des inondations dans la ville de Douala, donc avec Ntoné qui avait annoncé qu'il y avait pratiquement 109 milliards de francs CFA disponibles pour le drainage donc, de ces eaux. Ça n'a pas été fait. La nouvelle expression qui n'a pas raté l'occasion fait savoir que Douala a été donc s'est levé les pieds dans l'eau. C'était notamment jeudi dernier. Il a fallu donc beaucoup de courage pour d'autres personnes pour pouvoir atteindre leur lieu de travail. Donc, plusieurs autres n'ont pas pu mener leurs activités. En présentant donc quelques images, le journal est revenu sur les promesses faites en 2015 par les pouvoirs publics qui avaient d'ailleurs annoncé au lendemain de la catastrophe de cette époque-là que 109 milliards de francs CFA étaient déjà disponibles pour la construction des drains et bien entendu le curage des autres. Le délégué du gouvernement avait parlé de 49 kilomètres de drains qui devraient donc être mis à jour pour éviter les inondations. La nouvelle expression revient au lendemain donc des pluies qui ont d'ailleurs causé les mêmes effets pour dire que les paroles du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala ne rassurent plus et que le journal de se demander donc où sont passés les 109 milliards de francs CFA annoncés disponibles, les promesses non tenues qui sont d'ailleurs le vrai dilatoire du délégué du gouvernement et bien entendu de Jean-Claude Mbouenchou de l'Habitat. Le journal Aurore, pour sa part, dit que Douala a été donc impuissante devant la furie des eaux de pluie. Florent Ndabo, qui signe d'ailleurs l'article, dit ne pas comprendre pourquoi jusqu'ici les quartiers résidentiels tels Bonanjo, Bonapriso et autres sont toujours inondés par les eaux de pluie dès la tombée de quelques petites pluies. Dont le rédacteur de l'article se demande donc ce qu'ils se disent lorsqu'ils se retrouvent lors des rencontres de coordination dans la région du littoral. Aurore soupçonne que le délégué du gouvernement et certains maires des communes d'arrondissement ont même déjà mangé l'argent qui avait été donc mis à cette disposition. De toute façon, l'argent qui avait été déclaré disponible à cette époque-là, aujourd'hui, on ne voit pas le travail qui est fait. Albertine, je soupçonne également que vous allez parler du fils d'Abdoulaye Wade qui a été libéré par Macky Sall. Mois c'était en fin de semaine, mais avant, on va donc découvrir, merci à vous Flavien pour cette revue de la presse. Nous allons vous remercie. D'accord, nous allons découvrir donc les visages des invités de ce dimanche. Nous avons ce jour Maître Emmanuel Pensy. Bonjour, bienvenue sur ce plateau. Bonjour et merci de m'avoir invité et je salue les téléspectateurs de cette excellente émission. J'espère que je saurai avec beaucoup de recul vous donner mon point de vue sans passion, parce que le texte de loi dont nous parlons, ça concerne la totalité des Camerounais, les justiciables, les sociétés. Ce n'est pas un texte à l'encontre de la profession d'avocat. D'accord. On précise juste pour ceux qui ne savent pas que vous êtes avocat au barreau du Cameroun. Alors, sur notre table ce dimanche également, professeur Théophile Nguyen-Moyo. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour, je vous remercie pour l'invitation. Alors, je précise que vous êtes architecte urbaniste et que vous êtes président du Conseil de l'Ordre des urbanistes du Cameroun. C'est cela. Alors, nous avons également aujourd'hui Hilaire Zipan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en secrétaire général du mouvement progressiste et conseiller municipal à Douala Premier. C'est exact. Une zone toujours touchée par les inondations, même quand il y a des petites pluies. Oui, ça c'est exact aussi. Il faut dire que Douala a complètement les pieds dans l'eau. J'espère que tout à l'heure, on va essayer de dégager les responsabilités, sans passion, comme a dit un peu Maître Pensy, mais tout en rappelant devant les téléspectateurs que là d'où il y a les lois, il n'y a pas de polémique et que les responsabilités vont être dégagées, si tant bien que ceux qui seront en responsabilité d'assumer puissent le faire aussi objectivement. Voilà, le temps est donné. Et puis Edmond Kambia, notre consultant avec nous. Bon dimanche à vous. Bon dimanche, bonjour Albertine, je salue tous les co-panélistes et particulièrement tous les téléspectateurs fidèles de cette émission. Alors journaliste et puis responsable politique, responsable du service politique et politique internationale à la Nouvelle Expression. Tout à fait Albertine. Alors sans plus attendre, nous allons rentrer directement dans les sujets qui nous concernent ce dimanche. Je propose que nous commencions donc par ces inondations. La ville de Douala a encore connu de graves inondations, nous le disions cette semaine, un an seulement après des inondations du même genre. C'était en juin 2015. La presse a donc précisé cette semaine, a fait le lien cette semaine avec ces inondations-là et celles que nous avons vécues cette semaine, en précisant que les mesures étaient toujours attendues, les mesures pour remédier à la situation étaient toujours attendues jusqu'ici. Alors Edmond Kambia, comment est-ce que vous avez apprécié les articles qui ont été produits par la presse concernant le sujet ? Effectivement, la presse écrite en particulier et même les médias audiovisuels ont
présenté cette information, ont présenté les faits, ont analysé l'événement et se sont surtout posé un certain nombre de questions. Exactement. Et dans ces questions, c'est pourquoi est-ce qu'un an après, presque jour pour jour, rien n'a été fait pour remédier à cette situation. Et cela a amené certains confrères dans les commentaires à interpeller, à situer la responsabilité de certaines autorités municipales ou surtout de la communauté urbaine, sachant qu'un fonds avait été débloqué pour résoudre ce problème, qu'il y avait eu des descentes sur les lieux, qu'il y avait eu des concertations. Et c'est une véritable surprise. Je vous assure, c'est presque jour pour jour, un an après, que rien, qu'on assiste aux mêmes événements, aux mêmes inondations, et que ceux qui étaient chargés de résoudre ce problème sont restés motus et bouche cousue. Aujourd'hui, la presse s'interroge. Qui va payer les frais? Il faut que les responsabilités soient établies. Voilà un peu globalement ce qui a été dit dans la presse. Et surtout précisant que nous ne sommes qu'au début des saisons de pluie. Et nous ne sommes qu'au début, effectivement, parce que le mois de juillet arrive et surtout le mois d'août arrive. Le mois très pluvieux au Cameroun. Donc, si rien n'est fait jusqu'à ce jour, je pense qu'il faut redouter le pire. Alors, professeur Yimga Moyo, la situation aujourd'hui fait penser même à une certaine opinion que la ville de Douala ne peut pas lutter contre les inondations. On se dit qu'il y a déjà cette pression démographique. On a appris que 10 000 personnes arrivaient dans la ville de Douala et s'installaient par mois, ce qui est assez costaud. Est-ce qu'on peut aujourd'hui lutter contre les inondations dans la ville de Douala? Pour qu'on comprenne, avant de continuer le débat, c'est possible ou alors c'est une fatalité pour la capitale économique? Je pense que plus le temps passe, plus ces inondations vont devenir une fatalité pour les villes du Cameroun, particulièrement Yaoundé et Douala. Parce qu'il faut vous dire que c'est la même chose qui se passe à Yaoundé. Mais je dois dire une chose. Cela fait plus de 20 ans que je ne cesse d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur ce phénomène. Mais on a l'impression qu'on parle dans le vide. Et c'est ça qui m'écoeure. On oublie le plus souvent qu'il y a mort d'hommes. Et le plus souvent, ce sont des petits-enfants. 2 ans. Qui n'arrivent pas à se réveiller la nuit lorsque les inondations arrivent. Parce qu'il faut vous dire que ces inondations surviennent le plus souvent, du moins, il y a des catastrophes dans les zones difficiles. C'est comme ça qu'on les appelle. Les zones difficiles sont les zones qui sont déjà des zones marécageuses. Et lorsque vous êtes dans ces zones, vous êtes complètement démunis. Même pour construire une maison avec des matériaux, des bons matériaux, vous n'arrivez pas. Ce sont des matériaux provisoires. Donc lorsque l'inondation arrive, tout est balayé. Ceux qui s'en sortent, c'est par miracle. Et il faut que les pouvoirs publics se rendent compte qu'il faut faire quelque chose pour les générations à venir. Et lorsqu'on tire la sonnette d'alarme, il faut qu'ils prennent conscience de cet état de fait. Alors je vous dis, allez-y. Oui, le plus souvent, on parle des trains qui ne sont pas construits ou qui sont bouchés. C'est vrai qu'il y a aussi de l'incivisme. Vous avez des trains qui sont encombrés de bouteilles de plastique et de détritus. Vous avez des marchés qui sont des saletés, si on peut dire ainsi, qui sont déversées dans les trains. Ce qui fait que lorsque l'eau arrive, l'eau ne trouve pas son passage. Et l'eau va toujours dans le même sens. L'eau va aller vers la rivière ou vers les fleuves. Si je prends les trains de Douala, hier je me suis baladé pour voir un peu comment étaient faits ces trains. Vous avez des trains qui sont plats. Alors je me dis, lorsqu'il pleut, comment est-ce que l'eau va couler dans des trains qui sont plats? Et ça se voit lorsque vous baladez dans la ville de Douala. Vous apercevez, lorsque la pluie va arriver, l'eau va se ternir. Donc même sur le plan technique, les drains, lorsqu'ils existent, sont mal exécutés. Donc c'est un problème de ça prévision. C'est un autre problème. Et ça, ce sont aussi les autorités qui doivent se rendre compte que le travail qui doit être fait est mal fait. C'est leur responsabilité. Bon, il n'y a pas assez de drains, j'en conviens. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire quelque chose. Il faut bien commencer un jour. Parce que là, vous dites qu'il y a des populations
10 000 qui arrivent tous les mois. Ouais. Mais d'ici 35, puisque ça c'est un cap qui a été fixé par les autorités pour l'émergence, je vous assure, il y aura 90% de la population camerounaise qui sera urbaine. D'accord. Alors, Hilaire Zipan, vous faites partie de cette municipalité de Douala Premier, on le disait, où on retrouve parfois des inondations sans avoir de graves pluies, ce fut des petites averses et puis on a des inondations. Au sortir de la rencontre en 2015, on avait demandé aux communes d'arrondissement elles-mêmes de procéder, par exemple, au curage des caniveaux, de procéder à certaines réhabilitations de certains drains. Alors, dans votre commune, comment est-ce que ça se passe? Jusqu'à nos jours, on a le même problème. Ces drains qui sont toujours bouchés, ces inondations qui arrivent. Quel est le problème, par exemple, à Douala Premier? Je pense que la question elle est trop large, mais je vais essayer de la circonscrire très facilement. Quand on prend l'espace géographique de Douala, au point de vue historique, ça peut prendre 9 bassins. Besseke, Kodi, Mbopi, tout ça. En fait, ça veut dire que c'était les bassins qui traversaient la ville de Douala. Ça, c'est un peu la partie historique. Maintenant, lorsqu'on voit le développement de la ville, on s'en rend compte que c'est ces bassins-là qui sont complètement aujourd'hui occupés, comme disait tout à l'heure un peu le professeur Yim Gamou. Mais toujours est-il que l'État est organisé et il y a des responsabilités. J'ai amené par devant moi le livre vert qui scinde la responsabilité de la communauté urbaine et des communes d'arrondissement. Que je comprenne. L'aménagement, l'urbanisme sont du ressort de la communauté urbaine. Donc c'est à la communauté urbaine que tout ça. De procéder à tout cela. Exact. La deuxième, c'est que les conseils d'arrondissement accompagnent. Une fois que vous avez planté le décor comme ça, vous pouvez déjà situer maintenant les responsabilités. Sur ce même plateau, à Equinox, le 20 juin, j'y étais et j'ai décrié. Si vous reprenez l'image, j'étais complètement en furie. Et au lendemain, le 22, pour être encore plus précis, 3 ministres de la République sont descendus à Douala. Exactement. Sorti de cette rencontre des 3 ministres, il y a une déclaration du délégué du gouvernement. Et je le prends au mot. Il dit, nous avons en disponibilité 109 milliards depuis 2 ans. Si on ajoute cette année, ça fait 3 ans. Et que nous sommes donc en capacité de dire aux populations que sous peu de temps, nous allons mettre cela en orbite. Maintenant, je reprends en tant que conseiller municipal qui participe aux délibérations du conseil. Exact. Et là, je situe les responsabilités. Les 109 milliards sont composés de la manière suivante. Et là, je suis d'accord avec le délégué du gouvernement. 73 qui viennent de l'Agence française de développement, dans le cadre du CD2, et les 34 qui sont les communes, la communauté urbaine et l'État du Cameroun. Le maître d'ouvrage, et là je parle sous le contrôle d'urbanisme, est bien entendu le délégué du gouvernement. Il s'est agi que dans la convention avec l'Agence française de développement, on est arrêté sur le fait qu'il fallait déguerpir les gens qui sont installés dans les trains. Maintenant, où se trouve le problème? Le problème se trouve au fait que c'est la communauté urbaine, d'une part, qui devait mettre à disposition des fonds. Ensuite, le président de la commission de déguerpissement devait être le préfet pour recenser. Au jour d'aujourd'hui, l'étude est terminée, le recensement est fait, le blocage se situe au niveau du montant. Pourquoi? Parce que d'après l'Agence française de développement, on doit pouvoir dégager les gens dans les drains en leur donnant des mesures d'accompagnement. C'est-à-dire en leur donnant un site amélioré où ils vont construire. Pour l'heure, la communauté urbaine n'a pas ce site. Premier élément. Deuxième élément, le montant, ils sont bloqués sur le montant. D'après l'Agence française de développement, le montant est un peu plus haut par rapport à ce que les textes aujourd'hui du Cameroun puissent. Et là, on se rend compte que les textes du Cameroun sont un peu obsolètes et désuets, ce qui fait l'objet des déguerpissements tels que le Kribi. Enfin, donc maintenant, les sociétés qui vont le réaliser, c'est Razom et Sogea. Ainsi présenté, vous comprenez bien où se trouve la responsabilité. Donc, la responsabilité se trouve, 1, au déguerpissement, et là, c'est la responsabilité du délégué du gouvernement, et 2, le président de la commission du déguerpissement, qui est le préfet, ne fait absolument rien. Donc, comme disait tout à l'heure le professeur Ingamoyo, il s'agit que c'est l'autorité qui est incompétente dans son incurie managériale pour régler les problèmes de la ville. Voilà. Maître Pensy, avant de revenir à vous, professeur Ingamoyo, Maître Pensy, dans sa sortie après les inondations de jeudi dernier, le préfet a plutôt fait savoir qu'on attendait un décret du Premier ministre. Nous avons l'élément. Alors, finalement, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Les autorités mènent les populations de Douala en bateau. Qu'est-ce qui se passe? Parce que quand on l'explique, tel qu'expliqué par Hilaire Zipan, on a l'impression qu'il y a un flou dans ce qui devrait se passer. Quel est votre avis sur la question? Mon avis, c'est que c'est dramatique. Et je tiens à rappeler ici qu'à une époque, on appelait ça les drains de Berthaud, Msimama Berthaud. Berthaud, c'était un Antillais.
Et les drains avaient plus de 2 mètres 40. Je me souviens quand on jouait au football, quand on était enfant, quand la balle tombait, on avait difficulté d'aller dans les drains pour chercher les balles de football quand on jouait au quartier à quoi. Donc vous avez tous ces drains qui traversaient la ville. Et nous n'avions pas d'inondation. Nous n'avions pas d'inondation. Quand je suis allé l'autre jour à Bounandio, vous avez des drains qui n'ont même pas 80 centimes. C'est incroyable. C'est-à-dire, je ne suis pas un spécialiste. Je tiens à rappeler ici que Imga Moyo, qui est un vieil ami, je ne donnerai pas d'année pour qu'on ne vieillisse pas trop, est également architecte. Et c'est le seul d'ailleurs au Cameroun à avoir été président de l'ordre des architectes et président de l'ordre des urbanistes. Et il en connaît pas mal. Et tous les jours, il le dit au gouvernement camerounais. Vous voyez très bien que l'argent est là, mais c'est tout simplement les procédures qui sont très compliquées. Ça dénote tout simplement que, enfin, les lenteurs administratives dont le président Paul Biya parle toujours se sont accélérées, même dans les cas où il y a urgence de faire un travail. Donc je pense que c'est ce problème-là, chacun renvoie à des textes administratifs. Et ça, vraiment, c'est ça qui me désole. Ce pays, il y a trop d'administration, il y a trop de choses qui bloquent. Et vous avez, les gens meurent, les enfants meurent, les quartiers sont devenus un mouroir. Alors, de temps en temps, les gens disent oui, également à Paris, il y a eu inondation, il y a eu en France. C'est pas la même chose. On se contente de tout ça. Mais c'est vrai que nous avons une pluviométrie qui est extraordinaire, qui demande encore qu'on fasse un cycle de travail. C'est vrai que les gens construisent également n'importe où. Exactement. Et qu'on leur délivre, dans certains cas, des permis de bâtir. Parfois, ils n'en ont même pas. Oui, donc quand vous n'avez pas, et je rappelle tout simplement, parce que je suis également avocat au barreau de Paris, qu'en France, lorsque les gens meurent, dans ces cas-là, il y a la responsabilité du maire ou du délégué du gouvernement, une responsabilité pénale. Donc, quand on refait le code de procédure pénale, on en parlera tout à l'heure, vous voyez qu'on ne voit pas ça. Donc, à partir du moment où, si on accélérait, et on disait que ces gens étaient responsables, étaient susceptibles d'aller en prison, vous allez voir que ça allait permettre de faire évoluer les choses, comme on vient de l'expliquer. Oui, professeur, même vous voudriez réagir tout à l'heure. Oui, par rapport à ce que dit Maître Pensi, on est trop lent à réagir. Et la population croît de façon exponentielle. Ça veut dire qu'on aura du mal à rattraper le temps perdu. Vous voyez, un autre exemple concernant toujours le processus d'urbanisation. Hier, quand je rentrais dans la ville, entre le quartier qu'on appelle Village et Bounandio, j'ai observé 3 maisons qui feront l'objet d'une catastrophe d'ici peu de temps. C'est-à-dire, je vois des maisons qui ne peuvent pas tenir debout. J'ai vu des poteaux avec du fer de 8 et parfois même de 6. Donc ces maisons vont s'écrouler. Alors les autorités doivent le voir aussi. Et demain, avec la saison de pluie, parce qu'il ne faut pas oublier que Douala est pratiquement une ville plate. Donc lorsque je soulevais le problème du fait que les drains sont plats, il faut que l'eau puisse s'écouler. Et lorsque vous avez un drain qui a à peine 1 mètre et qui en plus est plat, ça veut dire que même si la quantité d'eau normale devait circuler dans ces drains, cela ne pourrait pas se faire. Or, ces drains sont payés. Il y a des entreprises qui s'occupent de ces drains. Alors, que font les autorités pour accepter ce genre de drain? Voilà un autre problème. Je voudrais dire ceci. Faisons attention. Lorsque nous aurons les 90% de la population urbaine, de la population camerounaise en zone urbaine, pratiquement tout ce qu'on observe comme révolution, comme échauffourée, c'est toujours dans les zones urbaines. Alors nous devons résoudre aujourd'hui certains types de problèmes pour ne pas aggraver d'autres types de problèmes. Je pense que l'on m'entend. Oui, allez-y, vous voulez... Oui, comme on le voit, la presse a souligné l'ensemble des problèmes que nous évoquons ici. Aussi bien le montant qui avait été disponible à l'époque, l'année dernière, et la non-réalisation de tout ce qui a été annoncé. Comme mesure. Comme mesure. Et je me félicite de ce que tout à l'heure, n'est-ce pas, Hilaire rappelait les responsabilités de chacune des autorités impliquées dans le projet qui n'a pas été réalisé. Donc cela pose un problème de gouvernance,
Tout à l'heure, Maître Pensy parlait de lenteur administrative. Cela conforte l'idée même du chef de l'État qui parlait d'inertie. Mais on voit bien que le gouvernement, qui fait souvent si bien les constats, n'arrive pas à se départir d'un certain nombre de pratiques courantes. Et surtout quand il y a mort d'homme, parce qu'il y a eu des victimes. Et on le signalait sur ce plateau, c'est très souvent des enfants qui meurent. Une victime pour Donc, cette fois. Il faudrait très rapidement, il est souhaitable, que les responsabilités soient établies. Et que vivement qu'on sorte ces populations de cette situation. Et je pense que la première mesure, parmi les mesures qu'il a citées tout à l'heure, pour déguerpir ces populations, il faut trouver un site. Il faut rapidement trouver un site. Je pense qu'on doit commencer par là. Il faut rapidement trouver un site et mettre ces populations en sécurité pour que cela n'arrive plus. Alors, il faut déguerpir, c'est vrai, mais il y a aussi que les populations s'installent un peu comme elles veulent à Douala. Il y a ce problème-là. C'est peut-être aussi l'une des raisons qui nous amène à tout ce que nous voyons aujourd'hui, ces inondations. Il y a des gens qui construisent carrément sur les drains, au vu aussi des autorités. Comme le disaient les autorités un peu démissionnées. Bien. Je pense qu'il faut... Le rôle de l'État, c'est d'anticiper. Le rôle des politiques, également, comme nous, c'est également d'anticiper. Je pense que les téléspectateurs connaissent bien se trouve la télévision Equinox. En bas de Bessengue, ici, il y a un immeuble dans un drain. Il a un permis de construire qui a été délivré par le délégué du gouvernement. Donc ce n'est pas la responsabilité de la population. Ça, c'est la première. La deuxième chose qui est tout à fait très importante et qu'il faut que les gens notent, c'est que on a superposé les textes et c'est ça qui complique aujourd'hui la gestion de la ville de Douala. Les maires sont élus pour le conseil et ils prêtent serment. Et là, je rejoins Maître Pensy qui dit que si la responsabilité pénale du maire est engagée, au moins il prête serment, le délégué du gouvernement, lui, il est nommé et il ne prête pas serment. Donc cela pose déjà un problème de responsabilité au point de vue organisationnel. Donc il faut rectifier. On peut aussi engager sa responsabilité. Ça, c'est après. C'est au niveau des textes. Hein, ça, c'est après. Ouais. Maintenant, dans la gouvernance et la lourdeur administrative, et là encore, une fois de plus, je donne des éléments à Maître Pensy. Et les téléspectateurs vont le comprendre. En 2002, le délégué du gouvernement de la ville de Douala, 2012, pour prendre les chiffres les plus récents, parce que 2002 c'est trop loin, 2012, il n'a pas pu consommer 4 milliards. 2013, 8 milliards. 2014, 15 milliards. Et 2015, 22 milliards. Vous voyez que nous sommes dans un labyrinthe de constatation. Et comme disait encore le professeur Yéba Moyo, vous avez complètement des drains qui font facilement 1 mètre. Et Maître Pensy n'est pas un architecte pour le constater que c'est mal fait. Pourquoi? Pour la plus simple raison que l'effectif de la communauté urbaine, qui est pléthorique, qui augmente de jour en jour, n'a pas la compétence nécessaire. Mieux, ils sont pratiquement aujourd'hui complètement sur la défense. En ce sens que ce personnel-là n'a même pas de couverture sanitaire. Ce personnel-là ne bénéficie pas de l'augmentation du salaire du décret présidentiel. Donc il y a plein de problèmes. Il suffit donc de savoir que la responsabilité du délégué du gouvernement, je le dis clairement, est le plus engagé. Et je voudrais donc, comme on est sur ce point-là, pour dire que si le délégué du gouvernement ne travaille pas pour essayer de résoudre ce problème qui semble être un problème d'urgence, le président de la République, lui, a pris ça dans les plans d'urgence présidentielle. Et aujourd'hui, dans la ville de Douala, globalement, la plupart des projets qui sont en train de voir le jour, vous voyez la plaque, c'est les plans d'urgence présidentielle. Et nous pouvons aller un peu plus loin pour que les gens comprennent très bien, pour dormir sur ce sujet. Vous avez vu les différents marchés, il a soulevé, je crois, c'est le professeur Yenga Moyo, qui a dit que les marchés, prenez un peu les marchés aujourd'hui au Cameroun. Prenez marché Sanaga, prenez marché central, prenez marché Mbopi, qui est complètement sur un drain. Vous verrez que le mètre carré, écoutez madame, et là je vous le dis devant toute la solennité, le mètre carré au marché central est vendu à 4 millions de francs CFA. Wow. 4 millions de francs CFA. Le mètre carré aujourd'hui en Mbopi vaut plus de 8 millions de francs CFA. Cette somme d'argent sont versées dans des coopératives. Ces sommes d'argent sont collectées par le délégué du gouvernement. Ces sommes d'argent sont collectées par des responsables du gouvernement à nommer. Au vu de tout le monde, personne n'en sait moi mieux. Le délégué du gouvernement fait disparaître des fonds qui ont eu fait l'objet de délibérations, comme l'argent de l'électricité des commerçants du marché central. Vous voyez que ce monsieur s'occupe d'autre chose. J'en ai la responsabilité. Je suis suffisamment engagé, suffisamment responsable pour dire aussi solennellement que trop c'est trop. Tout ce qu'il faut faire, c'est que le délégué du gouvernement nous laisse gérer notre ville comme cela se doit et qu'il se mette dans l'état. Merci, Hilaire Zipan. Alors, on reviendra à vous tout à l'heure. Maître Pensy, la communauté urbaine a quand même annoncé récemment, a présenté le nouveau plan directeur d'urbanisme et nouveau plan d'occupation du sol. Est-ce que vous pensez que c'est un début de solution à ce qu'on vit dans la situation de Douala? Il faut dire que le
le délégué de la communauté urbaine de Douala a présenté cela comme un document révolutionnaire, puisque c'est depuis 1959 apparemment que ce document n'existait pas à Douala. Alors, est-ce que vous pensez que c'est un début de solution quand même? Ça pourra peut-être permettre de commencer à avoir un peu une boussole pour l'installation des populations dans la ville de Douala? Oui, mais je vais commencer par dire que moi, je n'aime pas quand on accuse quelqu'un qui n'est pas là. Il lui fallu inviter le délégué de gouvernement Tonnerre ou bien un de ses représentants. Oui, il faudra le faire inviter M. Zipan. Inviter M. Zipan également. Pour apporter la contradiction à M. Zipan, dont tout le monde sait que c'est un opposant. Non, de l'opposition. Opposant ne veut rien dire. Opposant, c'est un ennemi. Je suis de Allez-y, je l'opposition. vous en prie. De l'opposition. Je ne vous ai Allez-y. pas coupé. Allez-y, Je dis que vous êtes avec en le train respect. d'indexer quelqu'un qui n'est pas là. Moi, Oui. je parle avec beaucoup de mesures. Bien entendu, Et comme vous en êtes même avocat, temps- vous pouvez donc intenter un procès pour lui et Non, vous me demandez c'est d'apporter pas la ce que je délibération. Mais c'est les Mais je vous le dis, laisser mais Maître je Betty dis aller bien au bout de que sa pensée. Je vous en prie. j'essaye. Léa Zipan, je vous en prie. Exact. Si vous me Exact. permettez, Allez-y, Maître. C'est-à-dire qu'il faudrait être un démocrate. C'est-à-dire Jusqu'au vous bout. allez Et un parler. démocrate aussi, ça applique les lois. C'est un Non, démocrate je aussi. dis que le délégué de gouvernement est un... Mais demandez-lui de venir sur le Léa plateau. Zipan, je vous en prie. Allez-y, Maître Sur le Vinci. plateau, Maître Vinci. Allez-y, Maître. Je allez-y. crois que les gens qui ont ce qu'on appelle l'excès n'est pas bonne conseillère. C'est-à-dire quand vous avez raison sur un certain nombre de points, et je suis d'accord avec vous que vous devez être indigné, mais vous devez parler avec mesure et permettre au délégué du gouvernement de pouvoir apporter ce qu'il a à dire. Moi, sur ces affaires-là, je ne suis pas un très grand spécialiste, mais je suis tout simplement un habitant de la ville de Douala. Et je constate amèrement que nous avons des problèmes qui sont sempiternels. C'est-à-dire ça ne finit pas. Nous avions ces problèmes depuis. Tout le monde sait que s'il y a l'exode rural, c'est parce qu'il y a un problème qui s'oppose pour que les habitants restent au village. Quelle est la politique qui doit être faite pour qu'on développe l'agriculture, qui ait des infrastructures pour sortir les produits, que les gens, parce que les produits se perdent. Il y a tout ce problème. L'exode rural est un grave problème dont on parle depuis les indépendances, qu'il faut aller le freiner. Or, vous avez mon ami Yimga Kimoy qui vient de vous dire que bientôt il y aura 90% de la population qui sera une population urbaine. Et avec cette situation-là, on n'arrive pas à trouver des endroits pour loger les populations, ça va poser pas mal de problèmes. Alors, il faut savoir anticiper. Donc, ce que vient de faire le délégué du gouvernement n'est qu'un début. Mais c'est un Il n'a début. rien fait. Je vous en prie. Il n'a rien fait. Je vous en prie. Allez-y. Votre avis sur ce nouveau plan directeur d'urbanisme. Je pense que le plan d'urbanisme est important. Il est nécessaire, mais il n'est pas suffisant. Maître, professeur Moyo. Je ne suis pas loin de l'avis de Maître Vinci. Vous savez, les plans directeurs d'urbanisme doivent être faits de façon consensuelle. Une fois encore, le Il consensus. faut le consensus, le plus large consensus possible. Et vous apercevez que s'il faut un large consensus, il faut qu'il y ait la participation des élus, de tous les élus. Et c'est là où il y a un problème. L'urbanisme est une opération qui amène toujours des conflits parce qu'il y a des gros intérêts en jeu. La ville est organisée de façon ségrégationniste, si on peut le dire. Quand vous avez les moyens, vous avez la belle part en ville. Vous pouvez acheter le terrain là où vous voulez. Vous pouvez vous installer là où vous voulez. Mais lorsque vous êtes démunis, vous êtes pauvre, vous faites partie de cette masse qui vient des zones rurales appauvries, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous ne pouvez pas accéder avec les mêmes capacités d'intégration que ceux qui ont les moyens. Or, ce sont ceux-là qui vont faire les plans directeurs d'urbanisme. Je vous donne un exemple. C'est quoi les plans directeurs d'urbanisme? C'est savoir où seront les industries, où on va tracer les grandes routes, où est-ce qu'il y aura les commerces. Mais le problème qui se pose, c'est où est-ce qu'ils vont mettre les habitations pour les plus démunis. Et ce sont ceux-là qui posent des problèmes. Maître Vinci a soulevé un problème important tout à l'heure. L'anticipation. Dans les villes du nord de l'Europe, vous apercevez que tout ce qui arrive en ville n'a plus d'épluchure. Ça veut dire, les plantains arrivent, on a déjà enlevé la peau, vous avez les ignames, tout arrive dans des... C'est-à-dire, on a déjà défraîchi, même le poulet qui arrive est déplumé déjà. Et ce sont
ce sont ces éléments-là qui considèrent les ordures qui vont venir encombrer ce qu'on pourrait appeler drain. Vous voyez? Ce qui veut dire que même dans ce plan directeur d'urbanisme, on aurait déjà pu penser à ça. À se dire, tout ne doit pas rentrer en zone urbaine. Il faut qu'il y ait certaines industries primaires qui s'installent en dehors de la ville pour que d'autres éléments ne viennent pas encombrer la ville. Ça, personne n'y pense. Et chaque fois qu'on tire la sonnette d'alarme, on a l'impression qu'on vous prend pour un illuminé. D'accord. Alors, il est pas mal. Ce plan d'urbanisme est quand même passé dans plusieurs mairies. Il a été discuté. Non. S'il vous plaît. Oui. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Lorsqu'on dit qu'ils sont passés dans plusieurs mairies, je vous dis qu'il y a une façon de faire le plan d'urbanisme. Oui, laquelle? Allez-y, Ça pour veut qu'on dire comprenne mieux. Avant de lancer les études, on consulte d'abord ces mairies. Et ces mairies vont vous dire leurs besoins. Exact. Oui. Réels. Exact. Si cela a été fait, comme le disent quand cela a été fait. Voilà. D'accord. Dans un deuxième temps, il y aura des spécialistes, ça veut dire des urbanistes, des géographes, des sociologues, des ethnologues, Oui. qui savent comment fonctionnent les Camerounais, qui savent comment fonctionnent ceux qui arrivent en ville. Parce que lorsque vous prenez quelqu'un qui arrive en ville, il faut savoir quel va être son comportement lorsqu'il va arriver en ville. Ça peut être un comportement négatif, il peut être positif, mais il faut en tenir compte pour faire ses plans d'urbanisme. Alors, à ce moment-là, lorsqu'il a fait ses plans, alors on demande à ceux qu'on a consultés, est-ce que ça répond bien à vos préoccupations? Et comme on ne peut pas revoir tout le monde, c'est là où les élus interviennent. Ils disent, c'est bien ce que nos populations voulaient. On occupe les terrains qui sont des terrains qu'on peut occuper. D'accord. Parce que vous allez vous apercevoir que parfois, il y a des risques dans les villes. Vous ne pouvez pas faire cet élément à cet endroit parce que les gens se disent qu'ils sont propriétaires des terrains. Donc le plan ne peut pas arriver à la fin et retrouver encore ce type de problème. Parce que l'arrangement s'est fait en amont. Donc, et ce plan ne sera validé que lorsque les élus auront tous accepté que c'est exactement ce qu'ils veulent. Dont ils ont et besoin. Ensuite, ça va aux plus hautes autorités qui ne font que entériner. Allez-y, Oui, Ça, c'est dans tous les documents d'urbanisme. Ceux qui ont fait l'urbanisme, ils savent que c'est comme ça que ça se passe. Oui, effectivement, le professeur Imgen Moyo vient de dire une chose que j'ai souvent dite avec un autre terme. C'est-à-dire, on a tendance au pays à mettre la charrue avant le bœuf. On le constate bien. Dans beaucoup d'autres domaines, c'est la même chose. En politique, en économie, en société, et même dans des domaines où on n'aurait jamais dû amorcer quoi que ce soit sans consulter, n'est-ce pas, les parties prenantes. On le fait, le gouvernement le fait. Donc, je voudrais dire qu'ici, il y a péril en la demeure. Il faudrait que ça cesse. Il y a urgence. Il y a urgence. Et il faudrait, et j'insiste là-dessus, que le processus de décentralisation qui a été amorcé soit achevé enfin. Il faut qu'il soit achevé. On ne peut pas voter des lois, les faire appliquer petit à petit, en compte-gouttes, en fonction des intérêts politiciens. J'ai dit c'est dangereux. C'est dangereux dans une république. Il faudrait que le processus de décentralisation soit véritablement appliqué. Et lorsque le Premier ministre prend un décret pour donner un certain nombre de facilités aux communes pour qu'ils aient des moyens pour pouvoir travailler efficacement, que ce décret soit appliqué. Il faudrait que dans le cas de la décentralisation, le transfert des moyens et des compétences soit effectivement réalisé. Il faudrait enfin, je le dis, qu'il y ait les régions, les conseils régionaux qui sont prévus par la Constitution. Il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui, 20 ans après l'adoption de la Constitution de 1996, que les conseils régionaux ne soient pas installés. Parce que le développement d'une région, des collectivités, les conseils régionaux ont une part importante de responsabilité dans le développement économique de la région. Il faut que ces conseils soient mis sur pied, que ces responsables soient élus. Et encore, pour terminer, dans cette bataille, on le voit. Pourquoi il y a eu toutes ces lenteurs? L'une des raisons, je ne dis pas la seule, c'est qu'on se rend bien compte, à la lecture de tout ce qui a été dit ici, qu'il y a un gros problème entre les personnalités nommées et les personnalités élues. Et qu'il est, dans l'esprit de la Constitution du Cameroun, l'idée c'était qu'on veut donner véritablement des responsabilités aux personnes élues. Enfin,
pour qui est, ça c'est une proposition. Il faudrait que dans s'il fallait réviser la Constitution, parce qu'il y a un projet en cours, si on doit maintenir la fonction de délégué du gouvernement, il faudrait que cette personnalité soit élue. Que ce soit par exemple l'ensemble des exécutifs communaux qui se retrouvent et choisissent parmi eux, élisent parmi eux le délégué du gouvernement qui soit le patron de la ville, une personne élue parmi ses pairs. Ça, c'est si on veut maintenir le principe de délégué du gouvernement. Sinon, en réalité, pour que ce poste survive encore, c'est la seule façon que je trouve pour le maintenir. Il faut que ce soit une personnalité élue. Sinon, il faut mettre de côté totalement cette fonction qui est entièrement rétrograde et contraire à la démocratie. Alors, c'est pas au niveau des communes. Vous l'avez dit tout à l'heure, l'urbanisation, des aménagements de drains, cela, ça concerne la communauté urbaine. Mais au niveau des communes, quelles sont les prérogatives? Qu'est-ce qui peut être fait au niveau des communes pour, tout au moins en urgence, régler ce problème? Je le disais encore, au sorti des réunions en 2015, on avait demandé aux communes de se charger elles-mêmes, par exemple, du curage des caniveaux. On est obligé d'attendre le gouvernement pour cela. Je viendrai à vous, Hilaire Zipan. Est-ce que tout au moins à ce niveau-là, les communes ne peuvent pas agir, quand même, en urgence? Non, je pense que je passe sous le contrôle d'un avocat. Là où il y a des textes, il n'y a pas de polémique, en principe. Il y a une séparation réelle entre les prérogatives de la communauté urbaine et les prérogatives qui sont administrées au niveau des communes d'arrondissement. Mais toutefois, je ne peux pas dire que ce que le délégué du gouvernement n'est que mauvais, tout est mauvais. Non. Le problème du délégué de gouvernement, c'est de mettre en action ce qui est pensé. Et le plan d'Orient, il datait de 1958. On peut tirer un coup de chapeau au délégué de gouvernement d'avoir créé ce plan, même s'il il a créé des entorses quelque part dans la démarche, comme disait le professeur Yenga Moyo tout à l'heure. On le lui reconnaît. Il y a l'événement comme le plan d'occupation de sol. C'est un document extrêmement foncier, extrêmement important, qui existe déjà. Ça veut dire qu'on peut commencer quelque part, même si ce n'est pas parfait. Et là, je rejoins encore Maître Pensy, qui par souvenance vous dit que les drains avaient été calibrés en tenant compte des perspectives de développement. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans ces perspectives-là. Vous avez complètement le conduit. Vous êtes sans vous en ignorer l'image qui s'est passée. Oui. Vous passez cet endroit jusqu'à aujourd'hui, rien n'est fait. Vous voulez qu'on ne soit pas indigné comme un maître. On ne peut qu'être indigné parce que vous avez mort d'homme. Vous en rendez compte que les engagements sont pris, les rites sont pris. Et là, rien n'est fait. Oui. Ça crée notre problème. Et puis donc, enfin, comme vous voulez bien le soulever, le découpage administratif n'est pas le découpage géographique. Le découpage géographique de Douala s'identifie à son antériorité qui existe avant que l'administration n'arrive. Autrement dit, ces drains-là régulaient la ville dans son fonctionnement en tant que tel. Et on ne peut pas obstruer, comme disait le professeur Yenga Moyo tout à l'heure, un drain sous le prisme qu'on veut installer les populations. Et quand bien même on veut les faire, il y a les urbanistes. Le problème au Cameroun, c'est que, comme dit un peu parfois Maître Pensy sur les plateaux, les fonctionnaires ont remplacé tout. C'est-à-dire que le fonctionnaire est le logiciel du savoir. Le préfet il est urbaniste. Le préfet est ingénieur. Le préfet est financier. Le préfet est ceci. Et là donc, ça soulève le problème tout à l'heure. Vous avez qu'une délibération qui dit que seul le receveur doit toucher l'argent. Mais c'est la délibération et c'est seulement le receveur qui doit toucher l'argent. Mais le délégué de gouvernement nomme un individu qui perçoit l'argent. Donc ça commence à devenir un peu trop. Tout ce que le délégué de gouvernement peut faire, avec tout le respect qu'on lui doit, c'est que vraiment le président Biya nous écoute et qu'il nous fasse partie, ce monsieur, parce qu'on en est trop. D'accord. On ne peut plus rien. On peut plus rien. Finalement, vous arrivez toujours à cette position. Oui, allez-y. On va bientôt sortir de ce sujet. Oui, bien sûr. Oui. Il y a un autre aspect dont on ne tient pas suffisamment compte, l'aspect écologique. Oui. Vous savez, il pleut, l'eau tombe et l'eau doit s'écouler. Mais vous apercevez qu'il n'y a plus d'espace prévu pour l'écoulement des eaux. Le peu d'espace qu'il y a, on construit. Le peu d'espace qu'il y a est bitumé. Ce qui fait que l'eau devient, la ville devient pratiquement une grande rigole. C'est pour ça que l'eau va descendre à une vitesse telle que, même si on veut faire des drains, parfois l'eau n'arrive même pas dans le drain. Et ça, c'est un problème important. La prévision, l'anticipation. Kribi devient un pôle important, économique. Mais qu'est-ce qui est prévu pour lui? On parle tous les jours des gros projets à Kribi. 40 000 emplois a-t-on annoncé au début. Mais 40 000 emplois, si vous estimez que ce sont des chefs de famille, comme je le dis souvent, si vous multipliez par 5, ça vous fait 200 000 personnes. Exact. Mais ces gens vont loger où?
Problème d'anticipation. Rien, il n'y a pas d'anticipation. Donc vous voyez que là, on va être en retard sur l'aménagement de la ville de Kribi. Et ça posera des problèmes plus graves que ceux, par exemple, du moins autant graves que ceux qui sont que les problèmes de Douala. Là, on est au bord de la mer. Et tout le monde sait que le niveau de la mer ne fait que monter. On va avoir dans les prochains jours des catastrophes dans la zone de Kribi. Personne n'y pense. Un mot pour sortir, Maître Pensy. Oui, je voudrais dire que il faudrait quand même parler un peu de la capitale. Oui. Bon. Gamoyo pour expliquer que quand j'étais au lycée Leclerc à l'époque, quand on était au lycée. Ensemble. Oui, mais il n'y avait pas d'inondation à Yaoundé. Non. Je ne connaissais pas à la pharmacie de l'intendant cette inondation. Ces inondations qui pilutent, c'est parce que le Fundi a été envahi par des habitations, etc. Oui. Qu'on a des graves problèmes à Yaoundé. C'est-à-dire, on a construit là où doit passer l'eau. Et c'est une affaire incroyable. Et que, il ne va pas me démentir, l'eau est plus puissante que le reste. Non, oui, c'est-à-dire que lorsque vous prenez votre truc là pour tourner au niveau de la machine là pour rentrer, l'eau pénètre partout. Et vous avez beau mettre des obstacles, le fleuve va toujours aller là où il doit aller. Et ça, c'est un grave problème à Yaoundé. C'est incroyable quand on voit au niveau de la ville de Yaoundé. Vous savez, il y a quelques jours, il y a quelques mois, le chef de l'État est rentré à Yaoundé. Le cortège s'est arrêté à un moment donné parce qu'il y avait des inondations. Mais vous vous rendez compte, on est dans la capitale du Cameroun. Il y a des personnalités, on a des spectacles de cette nature. Je crois qu'il faut faire attention à l'image. On va finir par vous mettre pour dire que au-delà de cela, il faut ce qu'on appelle une politique de logements sociaux. La politique de logements sociaux ne peut se faire s'il y a une réforme bancaire de l'autorité monétaire qui est la BIAC, la COBAC. C'est-à-dire il faudrait que les gens aient des plans épargne logement, qu'il y ait des financements au niveau des logements, qu'il y ait des banques qui prêtent, c'est-à-dire des banques de l'habitat, pour essayer de le faire. Parce que les logements sociaux, ça ne doit pas coûter plus de 10 millions de francs et des crédits sur 30 ans. Donc si maintenant, parce que les gens vont partir, la maïture doit travailler pour essayer d'aménager les territoires, il faudrait qu'on vende les lopins terre pas trop cher et permettre aux banques, qui doivent être des banques de ce type-là, de pouvoir financer les logements sociaux. Donc ça, c'est un problème très important que nous devons avoir pour essayer de résoudre ce problème. Très bien. Oui, mais alors, une seconde. Pour compléter ce que disait Maître Pensy. Mais ce qu'il dit est très important. La société d'aménagement du développement de la ville de Douala devrait pratiquement être en action. Mais vous avez vu complètement les banderoles de publicité pour les constructions de logements sociaux, qui sont à la cité de la douane. Vous connaissez déjà le prix de l'appartement. Il n'est pas 10 millions, il est à 42 millions. Donc, ce qui crédibilise que les gens qui sont là à l'heure actuelle ne sont pas à leur place. Alors, on va sortir par vous rapidement. La ville de Douala aujourd'hui, c'est 3 millions d'habitants, d'après les chiffres de la communauté urbaine, 3 millions d'habitants pour 18 000 hectares environ. Qu'est-ce qu'il faut faire rapidement, 2-3 axes pour tout au moins espérer avoir moins d'inondations dans quelques jours, parce que la pluie, elle n'attend pas. Je suis au regret de vous dire qu'on va droit au mur. On a trop attendu. Trop attendu. On a trop attendu. Et la solution n'est pas de créer une autre ville à côté de Douala. Le problème est celui que pose aussi Maître Pensy pour les logements sociaux. Nous sommes dans un système d'économie dit libérale. Et je vous ai dit que les populations n'ont pas la même capacité sociale d'intégration en zone urbaine. Donc même lorsqu'on va parler de logements sociaux, on va arriver à un subterfuge qui va faire qu'on va construire pour une autre classe en disant qu'on construit pour une autre. C'est le cas de la cité des douanes où on va dire qu'on construit pour. Cela est pratiquement impossible. Depuis le 19e siècle, cela a été prouvé que dans un tel système, on ne peut pas construire de logements sociaux. Parce que le logement est un objet marchand. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Ce qui veut dire que si vous construisez un logement, c'est avec des matériaux. Et vous n'avez pas le ciment qui au prix
social. On peut faire les matériaux locaux. Oui, on peut faire avec des matériaux locaux. Mais Même alors, à ce niveau-là, c'est quoi les compte axes? tenu de la demande, ce sera toujours un objet marchand. Celui qui a un peu plus va rentrer dans ce logement et pas un autre. Oui, Donc, je pense que il faut faire des très gros efforts d'anticipation. Et pour anticiper, il faut mettre en place des structures qui doivent étudier la situation actuelle. Oui. Pour que chaque proposition soit une proposition pour le long terme et qu'elle soit une proposition viable et de sécurité pour ceux qui vivent là actuellement dans les bas-fonds. Merci. Nous allons sortir donc par là pour ce premier sujet et entamer directement le second de ce jour. Nous allons parler de ce code pénal, ce projet de loi qui a donc été finalement adopté mercredi dernier à l'Assemblée nationale. Je le disais contre vents et marées parce qu'après plusieurs dénonciations, après plusieurs appels à la relecture de ce projet, il est finalement passé. On l'a vu dans la revue de la presse. Certains tabloïds ont estimé que c'était un passage en force. Maître Pensi, je vais commencer par vous, parce que juste après cette adoption, il y a les avocats du Nord-Ouest qui ont manifesté en fin de semaine pour justement dénoncer ce projet. Est-ce que vous êtes solidaire déjà de cette manifestation qui est de ce côté du pays? Je ne suis pas solidaire de la bêtise. Carrément. Oui, parce que c'est pas normal. Nous avons le projet de loi numéro 989 JPL AN portant code pénal que j'ai pu me procurer. Parce que quand vous êtes avocat, vous faites des recherches et vous essayez de le lire. Ce texte ne va pas contre les avocats. Ça concerne la totalité des Camerounais, des populations, des justiciables. Donc fait partie les avocats aussi. Oui, mais ce n'est pas un texte corporatif. Alors, il défile pourquoi? Il paraît qu'il défile parce que on a dit que s'il y a filouterie de loyer... et parce qu'il y a immunité des ministres, par exemple. Non, attendez, s'il y a l'immunité, est-ce que le problème c'est que les avocats ne payent pas les loyers? Parce que ce n'est pas une affaire spécifique aux avocats. J'aimerais bien comprendre. Donc les avocats ne payent pas les loyers, mais Peut-être parce que ce sont les avocats qui utilisent ce code pénal par rapport... C'est leur instrument de travail. Non. Le problème est le suivant. Ces avocats-là n'avaient pas le texte. Vous ne défilez pas quand vous avez un texte. Et puis pour défiler, il faudrait que ce soit quelque chose qui porte atteinte au fonctionnement de la profession d'avocat. Ça, c'est tout. Et là, c'est le bâtonnier en charge qui va réunir les avocats pour voir si ça porte atteinte. Vous pouvez lire la totalité de ce code. Il n'y a rien contre les avocats. C'est pas sérieux. Il y a quand même des choses contre les Camerounais. La première, le texte de loi, ça fait partie de ce qu'on appelle de la politique du gouvernement. C'est-à-dire c'est le gouvernement qui porte un projet de loi. Vous pouvez le contester. Pour le contester, c'est quoi? Lorsque le gouvernement a ce type de projet, il associe toujours la profession d'avocat. La profession d'avocat, les avocats, par le bâtonnier État Besson, a reçu le projet de loi en 2011. Il y a eu, c'était d'ailleurs, je pense que le ministre qui présidait, parce que c'était sous le vice-premier ministre de la Justice, garde des Sceaux, Amadou Ali, c'était Maurice Kamto. Exactement. Ils ont eu une réunion, Monfébé, quand on lui a donné, ils sont réunis, il a dit, bon, il a écrit dessus, le barreau va apporter sa contribution. Mais ce n'est pas ce qui avait été dit par le bâtonnier le 16 juin dernier, lorsqu'il faisait son mémorandum. C'est pas le mois dernier, c'était ce mois-ci, c'était le 16. Le 16 juin, oui, 16 juin, ce mois-ci, je dois dire, oui. Pour une raison fort simple, nous avons un problème de dysfonctionnement. Dans l'ordre des avocats. L'ordre des avocats a un énorme problème. C'est que depuis 3 ou 4 bâtonniers, ils ne s'entendent pas. Sama, qui est à Bouya, a reçu le texte, il ne l'a pas donné à son successeur. Il n'a pas informé les avocats. Moi-même, j'étais informé qu'au mois de juin, ce mois-ci. Et lorsque Nyekamga arrive, il n'est pas au courant. Il est informé parce que les avocats, nous avons des relais au niveau de l'Assemblée nationale. Le vice-président, par exemple, de loi constitutionnelle, c'est mon ami Emmanuel Biam. Vous avez Mbandam, vous avez Maître Dissake. C'est-à-dire, ce texte-ci, c'est un texte qui n'est pas un texte partisan. Ce n'est pas un texte de l'opposition, ce n'est pas un texte du RDPC. Donc on ne peut pas reprocher au gouvernement aujourd'hui d'avoir fait passer ce texte force. Il y a eu consensus selon vous.
Non, c'est pas ce que je veux dire. Alors. Je dis, ne me faites pas dire en répondant, Oui. vous répondez à une question que vous posez. Allez-y. C'est pas du tout ça. Moi, je suis en train de vous dire que ça rentre dans le cadre de la politique du gouvernement. Nous pouvons discuter article Par article. par article. Et c'était le rôle de la profession d'avocat en tant que spécialiste et ceux qui ont le vécu de ce qui se passe. Parce que vous êtes en même temps avocat du locataire, mais vous êtes également avocat du propriétaire. D'accord, on reviendra à Donc, vous, Maître et Pensi, tout attends, à l'heure. Je vais terminer que Rapidement. à partir de ce moment-là, parce que c'est très important, parce qu'il faudrait que les gens le sachent, à partir du moment où l'ordre des avocats a fait œuvre, acte, et le bâtonnier a eu raison, de contrition, puisque le ministre de la Justice, le ministre d'État les a reçus, a montré le PV, et nous avions honte, et il était obligé de dire qu'il a reçu, et il a fait ce qu'il pouvait. Mais le projet de loi, ça date de plus de 50 ans. Lorsque le président Guini, le premier président de la Cour suprême était là, il y a déjà dans son carton, vous pouvez demander à son fils Charles ou bien à Alain Guini. On parlait toujours de ça, c'était devenu un serpent de mer. On se moquait de ça. Très bien. Actuellement, je vous dis, le code, il y a un code civil qui est en préparation, qui a été remis, le projet aux avocats, personne n'en parle. Je le sais depuis On hier. reviendra à vous, Maître Et Pensi. après, quand ça va se faire, On reviendra. on va dire que le gouvernement n'a pas associé. la Edmond profession Kambia, est-ce que vous Il faut être partagez sérieux. donc l'avis de la presse cette semaine qui passe que c'est un forcing malgré tout, même si les avocats avaient été consultés, ce qu'on apprend après, est-ce que vous pensez qu'il y a eu forcing quand même à l'Assemblée nationale, ce projet passe quand même avec un peu en catimini? Effectivement, il y a eu forcing. La presse l'a dit, moi je l'assume, je suis journaliste. Parce que l'Assemblée nationale nous a démontré une fois de plus qu'elle est une chambre d'enregistrement. Elle a théoriquement, je dis bien théoriquement, examiné le texte et l'a adopté en l'état, sans même tenir compte des propositions et des amendements qui ont été proposés, y compris par le barreau. Parce que le bâtonnier Yekamga, lorsqu'il a reconnu que le barreau avait été consulté dans le passé, il a quand même remis un mémorandum. Et ce mémorandum, l'Assemblée nationale n'en a pas tenu compte du tout. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? Non, je vous le dis, je vous informe. Non, je vous informe. Comment ça se passe? Ça passe par la commission des lois Bien sûr. Mais quand je parle à l'Assemblée nationale, je tiens compte de la procédure. Ça veut dire que les agitations de barreau, on savait que ça n'allait pas passer alors. Nous avons la chance. C'est-à-dire, nous avons... Je crois que vous avez... Allez-y, je peux intervenir, Maître C'est très Pensi. intéressant. C'est intéressant. Le sujet est passionnant, intéressant, parce que ça concerne le vécu, le comportement et la vie des Camerounais pour les 50 années à venir encore. Parce que le code pénal, quand on retouche, il est vieux de 50 ans. Et je suppose que celui qu'on veut mettre en place, c'est pour qu'il survive, qu'il vive au moins 50 ans aussi, comme le précédent. Sinon même un siècle. Il y aura des amendements. Oui, enfin, disons, pour l'instant, je valide ce que la presse a dit, c'est passé au forcing. C'est la chambre d'enregistrement, la majorité dominante, obèse du RDPC a fait en sorte que même si c'était possible, les voix de l'opposition, mais parce que l'opposition s'est rendu compte que elle n'avait aucune chance de faire modifier ce texte. Il y en a qui ont claqué la porte. Moi, je félicite surtout au sein du RDPC des voix, et dont un député, Martin Oyono, qui a dit carrément non, que ce texte ne convient pas au Cameroun. C'est important que même dans la majorité, qui est, même si c'est des voix isolées, n'est-ce pas, un ou plusieurs députés ou des voix qui disent que non, nous ne pouvons pas partager ce qui a été fait, parce que c'est dangereux. Ce projet de loi qui a été adopté a, certes, quelques bonnes dispositions, mais majoritairement pour l'essentiel, de très mauvaises dispositions. En quoi? Aujourd'hui, je l'espère. On arrivera. Maître Pensi, permettez que j'assère. On arrivera. Maître Pensi, permettez que j'assère. Permettez, Maître Pensi, que j'avance. C'est trop global ce que vous dites. Aujourd'hui, nous avons peut-être la chance d'avoir un Parlement bicaméral. C'est-à-dire, ce texte sera examiné également par le Sénat. Oui. Il y a trois possibilités. Le Sénat peut adopter en l'état ce texte qui a été adopté par leurs collègues de l'Assemblée nationale. Le Sénat a la possibilité de l'amender. Le Sénat a la possibilité théorique, je dis bien théorique parce que je ne rêve pas, de le rejeter. Je sais que le Sénat ne va pas le rejeter. J'ai des doutes sur la possibilité d'amendement parce que en réalité, la même majorité qui est à l'Assemblée nationale, c'est la même qui existe au Sénat
du parti RDPC Très au bien, pouvoir. très bien. Hilaire Zipan, l'un des points d'achèvement, c'est cet article 127 qui octroie désormais l'immunité aux membres du gouvernement. C'est justement sur ce point-là que certains députés de la nation sont sortis de la séance plénière mercredi dernier. Alors, sur cet article précis, quel est votre point de vue? D'abord, je ne suis pas un professionnel du droit. Ils sont là, ils vont, les spécialistes du droit. Mais je pense que le bon sens commande que lorsqu'on est devant une situation comme celle-ci, on doit faire preuve de... Tout à l'heure, me disait Maître Pincy un peu. Et là, je lui renvoie aussi également le sens. Maître Pincy, je rappelle à Maître Pincy qu'il n'y avait pas ses collègues qui ont marché à Bamenda, ici sur ce plateau. Comme tout à l'heure, j'ai dit que le délégué du gouvernement a fraudé l'argent dans la délibération. Je lui renvoie le même truc. Je lui renvoie parce qu'il fallait avoir un avocat anglophone qui a marché à Bamenda pour que cela puisse avoir, pour qu'on puisse soutenir que je fais une bêtise. Vous avez dit une pas le bêtise. droit de marcher. Bien, ça c'est la première. Ça, c'est les règles de déontologie. Maître Pensy. Permettez que je termine maintenant. Voilà. La deuxième chose, c'est que en ce qui concerne globalement la vision un peu chez nous à l'opposition, parce que je pourrais vous rappeler ici que je sors de Bamenda, j'étais à un meeting, bien entendu, du MRC, avec un parti avec qui nous travaillons en collaboration. Pour le moment, c'est encore informel, mais nous sommes en train de travailler dans ce sens-là. Et je pense que les qualités indéniables, tant du président qui dit que le président Kamto peut être apprécié au moment opportun. C'est vous qui le dites. Cela dit, on assiste à une reculade permanente aujourd'hui. Il y a eu l'avènement du TCS. L'opposition, d'une manière dispersée, ne s'est pas concertée et aujourd'hui, elle existe. Et vous connaissez dans les décisions rendues par le TCS aujourd'hui. Elles sont complètement à 90% politiques. C'était une reculade. La deuxième chose qui s'est passée également, c'est la loi sur le terrorisme. On a également reculé. On a constaté que les journalistes, plus ou moins, peuvent être saisis pour qu'ils donnent leurs sources. Auquel cas, ils doivent complètement passer devant les juridictions. Militaire, il faut préciser. C'est une autre reculade. Et maintenant, le code pénal. Mais le code pénal, comme disait un peu Maître Pincy, avec tout le talent que l'on lui connaît, c'est que ça concerne tous les Camerounais. Et principalement dans la loi, la suprême loi, qui est la loi fondamentale, la Constitution, la liberté de manifester existe. Je ne prends que ce volet-là, pour qu'ils comprennent très bien. La liberté de manifester existe. Mais maintenant, il y a une disposition qui dit complètement que même si une décision administrative elle est mauvaise, vous n'avez pas le droit de manifester. Et alors là, maître, c'est encore plus que grave. Donc nous demandons que le sursaut d'orgueil, et comme il a si bien dit, ce n'est pas la disposition qui s'adresse à une confédération, à une profession de corporation d'avocats, et bien entendu l'ensemble des Camerounais. Il faut donc que les politiques que nous sommes, nous prenions nos responsabilités. Qu'il y ait un sursaut à l'opposition pour que nous tous nous prenions la responsabilité pour pouvoir mettre en mouvement. En revanche, ce que je voudrais dire... Mais n'est pas ça la question. Je reprends la question, La mienne, oui, allez-y. D'un côté, l'avocat utilise les éléments juridiques en sa possession pour défendre son client. De l'autre côté, le magistrat dit le droit. Si les avocats estiment à un moment que cette loi-là n'est pas bonne, ça veut dire qu'ils pensent que devant les juridictions, ils ne vont pas gagner des procès. Et par contre, moi j'ai assisté à plein de procès qui avaient été faits par Maître Pensy, qui est là présentement par là, face à l'État du Cameroun, qui a montré des incongruités de dispositions juridiques et qui ont permis à ce que son client puisse sortir de là. Je ne comprends pas très bien aujourd'hui sa disposition d'esprit à vouloir à tout prix donner le bâton entre les mains d'un magistrat pour qu'en permanence, les libertés ne soient plus complètement assouplies comme cela est dit dans la Constitution. Si l'immunité au gouvernement, aux membres du gouvernement, c'était la question. Ah ben non, l'immunité aux membres du gouvernement, ce n'est pas possible. Parce que pourquoi? Vous êtes un ordonnateur. Et de l'autre côté, en tant que membre du gouvernement, vous ordonnez. Et le rôle de l'État, c'est ordonner, émettre et pouvoir distribuer. Je pense que c'est ça le rôle. Il faut donc qu'il y ait quelqu'un qui puisse arbitrer. Vous ne pouvez pas dire que, en fait, la personne qui vous contrôle, qui est à savoir l'Assemblée nationale, ne peut pas vous épingler sur une disposition en vous mettant donc à la disposition du juge qui, cette fois-là, apprécie si le contrôle a été bien fait et si le travail fait par l'émetteur a été bien fait. Parce que c'est ça le rôle. C'est-à-dire que vous émettez de l'autre côté en tant que ministre, l'Assemblée nationale vous contrôle et vous estimez qu'à deux, vous n'êtes pas d'accord, vous allez devant le juge et le juge est dans l'incapacité d'arrêter l'ordonnateur qui a fraudé. Très bien. Professeur Yimgamouyo, votre avis sur ce code pénal qui a été adopté? Là, je veux parler en tant que président du mouvement citoyen, Oui. le MOCI. Oui.
Je pense honnêtement que si tout se faisait de façon consensuelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y aurait pas de problème. Mais il y a quand même un problème, il y a un point qu'il faut souligner. Maître Pensy dit que ce texte est en préparation depuis près de 5 ans. de 5 ans. Non. Celui-ci. Oui, celui-ci, c'est 50. Il y a plus de 40 ans. Voilà. Alors, celui-ci, c'est plus de 5 ans. Depuis Pas plus de 5 ans. Plus de 5 ans. Celui-ci. Exact. Mais alors, il y avait bien des personnalités qui étaient au courant de ce texte-là, qui auraient dû alerter les journalistes, Donc Maurice Kamto. qui auraient dû Et alerter. c'est pas normal, il ne parle pas. Bien Oui, Il n'y a pas eu le débat. Il n'y a pas eu le débat sur la question. Allez-y. oui, Je t'en prie, c'est pour ça que qui je vous aurait donne dû la parole. alerter les journalistes, alerter les partis politiques et leur dire il y a un texte là qui se prépare, il vaut mieux, il y a tel aspect qui risque de poser des problèmes. Donc il y a eu une faillite au niveau de certaines personnalités ou bien même de certains avocats, parce que Maître Pensy était au courant. Non, D'accord. c'était pas. Non, il a dit qu'il y avait... À l'époque, vous étiez membre du baron, Mais le baron n'a pas été le informé. Maître Pensy a dit qu'il y a eu des... L'état des sons a pris la garde. Vous pensez Le dysfonctionnement que vous dénoncez vous-même dans au sein de votre barreau. C'est extrêmement grave, les déclarations. Oui, Maître Pensy a dit Et qui dit qu'il n'est pas sérieux. à sa décharge, Maître Au Pensy c'est barreau, reconnu tout les à fait. dysfonctionnements. C'est pas une personne qui fait le barreau, c'est un dysfonctionnement dans le barreau. Non. Allez-y, Maître Moyo. Un dysfonctionnement. Allez-y, dans l'ordre je du vous en prie. par le bâtonnier de l'époque. C'est le professeur Bon. Moyo qui a la parole. Allez-y. ça à sa décharge, c'est à sa décharge, on peut dire qu'il y a eu dysfonctionnement, comme il le dit. Mais vraiment, je crois que il faut faire attention. Il ne faut pas attendre la dernière minute pour venir sortir les couteaux. Il faut qu'on essaie toujours d'établir les responsabilités Exact. Bien avant. des personnes. Moi, je suis clair là-dessus. Si vous êtes au courant de quelque chose, vous n'en parlez pas, ce n'est pas à la fin qu'il faut venir... parce que, si je comprends bien, mais les députés, beaucoup de députés qui sont là, ils étaient déjà députés. Puisqu'on sait comment les choses se passent. Donc, ils étaient au courant. Ce sont des personnes qui sont informées. On leur dit, le gouvernement leur dit souvent, il y a un texte qui arrive. Et ils ont souvent les moutures. Beaucoup de ce de députés texte. ont fait savoir qu'ils le découvraient seulement, ce Oui, texte-là. peut-être les nouveaux. Les nouveaux. Mais les nouveaux, La plupart sont là depuis 20 ans. Ils Oui, mais les autres sont là depuis 20 ans. Même à l'opposition, ils sont là depuis 20 ans. Oui, Très bien. donc ils Même sont ceux de au courant. l'opposition sont là depuis 20 ans. Ils sont au courant de ces choses-là. Donc, Alors, pour les ministres, mais je suis quand même surpris. Ce n'est pas une disposition nouvelle. Vous avez vu, il y a des ministres là qui sont là depuis longtemps. Tout ce qu'on demande, c'est qu'on puisse les décharger de leurs fonctions pour qu'on puisse les arrêter. Disons les choses telles qu'elles sont. Oui. Là, le problème là, c'est pourquoi on ne les décharge pas de leurs fonctions. Mais le fait qu'on puisse dire qu'un ministre en fonction ne doit pas être arrêté sans être déchargé, moi je pense que c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Il faut le décharger d'abord de ses fonctions, hein, parce que là il est ministre. On va pas prendre un ministre de son bureau et l'amener. On a la possibilité de le décharger par un décret dans la journée et l'arrêter le soir. Et de toute façon, c'est déjà arrivé, je crois. Avec Samsieu. Il y avait Siam Sioé, pour l'arrêter, on a été obligé de le décharger et de mettre quelqu'un. Oui, mais là, mais cette fois-ci, il est sans ignorer que pour les ministres, ça s'est continué maintenant avec les Mais il y a une sous-préfets. certaine- Il y a les Oui, préfets qui sont en prison qui ne sont pas déchargés. Attendez, Qui ont un attendez, décret non, non, présidentiel. non, Oui. Merci. Il y a les Merci. préfets. Mais Maître Pensy, je vous en prie. Je voudrais juste dire pour que les gens comprennent Oui. les explications et pourquoi le ministre qui est en fonction ne le fait pas. Ça c'est parce que ça part d'une explication de la séparation du pouvoir entre le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, etc. Donc ça vient de là. Donc il y a le ministre est l'émanation de l'exécutif. Et qu'on estime qu'il y a cette protection. Et comme vient de le dire Ngamoyo, pour qu'il n'y ait pas cet empiétement, on va le décharger de la fonction qu'il a de l'exécutif, et à ce moment-là, il ira en prison. Oui. Parce que le texte d'ailleurs... Mais il est rédigé. Il n'est pas bien Le texte a été reformulé. Il a été reformulé. Les gens n'ont pas... Il a été reformulé. Les gens n'ont pas mis le vrai texte. Voilà. Le vrai Ouais, là, on se le vrai texte retrouve. prévoit qu'il y a d'autres dispositions pour compléter
cela, ça veut dire que il va y avoir un nouveau texte qui va sortir pour dire comment on va, cette immunité ne sera pas protégée au niveau du ministre. Donc il y aura une précision qui va être apportée. Par un texte additif. Par un texte qui va sortir. Bien. Okay. Alors, pour conforter ce qu'on a entendu. Je reste avec vous, Maître Pensy, pour vous qui semblez apprécier ce code-là particulièrement. Je n'apprécie pas tout. Est-ce que vous pensez justement que les motifs qui ont été donnés par le gouvernement à rimage aux conventions internationales, des engagements des prisons, on a également parlé de l'évolution de la société. Est-ce que ce texte reflète, le nouveau texte reflète tous ces motifs-là, celui qui a été adopté? Bon, je ne pense pas que le texte reflète tout. Je prends par exemple des dispositions qui concernent... L'adultère. Non, bon, je laisse d'abord l'adultère. L'adultère, ce n'est pas dans le cadre d'une convention internationale. Oui. Je prends les dispositions... Si, le droit des femmes. Non, je prends les dispositions je prends les dispositions de l'article 889, 890 ou 891 de l'acte uniforme OHADA sur l'application pénale sur les dirigeants des sociétés commerciales qui sont régis par l'acte uniforme OHADA. Ce texte-là a eu une application en droit interne par une loi du 8 juillet 2010 qui correctionnalise l'infraction. C'est-à-dire, si vous êtes directeur général d'une société, même du port autonome de Douala, qui est régi par l'acte uniforme de l'OHADA, c'est la correctionnalisation de l'infraction qui doit aller à 5 ans, mais pas à 25 ans. Donc, ce texte-ci devait donc intégrer cette nouvelle disposition qui n'a pas été dans le code pénal. Bon, pour l'instant, je n'ai pas vu ça parce que le texte, bizarrement, comme envoyé, a enlevé quelques pages. Donc, pour apporter une critique, ça vous avez un texte qui est très important. Bon, je prends une affaire dont tout le monde semble parler, par exemple, la filouterie de loyer. Oui. Les Camerounais oublient que, avant de parler de la filouterie de loyer, il y a ce qu'on appelle également la filouterie d'aliments. C'est-à-dire, vous allez dans un restaurant, vous mangez, vous ne payez pas. Ben, on va vous condamner, ça vous fait servir une boisson. Vous allez avoir de 5 jours à 6 mois de prison et une amende de 5 000 à 25 000 francs. Ça existe. Vous avez... La mendicité. Non, il y a une mendicité. Durant la filouterie de loyer. Parce que c'est un article dont les gens parlent toujours. Et que les gens n'ont pas vécu le drame du propriétaire face à un locataire indélicat. Moi, je l'ai vécu. Moi aussi. Nous avons un locataire qui est venu chez nous, le neveu d'un de mes amis très important, au large cigare industriel, que tout le monde connaît. Il vient, il habite chez moi, il part avec 8 millions de loyers impayés, il n'enregistre pas le bail. Chaque fois que je le vois, il me dit, maître, allez au civil. Je ne peux rien lui faire. Vous avez la même chose. Monsieur Fosso Victor, qui a eu avec le cinéma de Voury, le locataire ne voulait pas payer. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Et comme il est très intelligent, il a apporté des camions de sable. On a bouché l'entrée de Voury pour que le gars parte. Et il pouvait même être poursuivi et condamné. J'ai vu un locataire enlever les toits parce qu'avec l'argent de sa retraite, les enfants étaient expulsés en France. Parce que et que faire donc de ceux qui ne peuvent pas payer les loyers? On n'a pas parlé de créer la filouterie peut-être des salaires. Et si quelqu'un paie son salaire? Attendez, je vais vous expliquer donc ce texte-là qui est fondamental. Qui va, rapidement, je vous en prie, le temps court. Non, c'est important, qui va favoriser la construction. Parce que les investisseurs, ceux qui veulent construire, savent que si vous construisez, il faut rembourser le crédit. Quand vous allez donc, et avec la loi sur la copropriété, avec un petit terrain, vous pouvez faire un immeuble en hauteur et vous aurez chacun un titre de propriété que vous pouvez refinancer. Donc ça va relancer le financement. Et quand on va mettre les gens dehors, il y aura tellement de gens qui sont dans l'illégalité que ça va avoir une offre de logement qui va être un peu plus importante, qui va baisser les loyers. Mais comment les gens qui n'ont pas d'argent, il faut qu'ils quittent. Ça, le gouvernement a choisi de défendre. Le gouvernement a choisi. C'est la politique du gouvernement, les honnêtes gens, les investisseurs, vous choisissez les filous. C'est votre problème. Maître Pensy, moi je vous reprends immédiatement que ce code pénal est en train de criminaliser la pauvreté. Exactement. C'est-à-dire,
être un Camerounais pauvre ou C'est qui n'a un pas de crime. moyens, c'est un crime d'être pauvre. Non, c'est pas un crime. Mais c'est vraiment grave. Comme Non, la- mais c'est ce qui se passe. Non, c'est pas ça. Mais vous avez pris l'exemple des loyers. Filouterie, c'est un délit. C'est un délit. Non, c'est mais un maître, délit, vous c'est savez pas un très crime. bien que quelqu'un pour la. Et alors, bonne foi, ne pas payer 2 mois de loyer alors qu'il paye régulièrement. Mais On c'est fait ça. une sommation, vous partez. Et même si moi... Non, mais vous avez dit ça. Vous allez à la Non, c'est pas automatique. Et nous avons discuté avec le procureur. Et vous avez ce qu'on appelle les circonstances atténuantes. Non, Si par exemple, non. oh, laissez-moi, le juge, Alors, je voudrais préciser quelque chose. On peut également parler par exemple de l'État. peux mettre Ah non, aussi- excusez-moi, c'est très important. Allez-y, rapidement. Le temps passe vite. L'État est lourd pour un fonctionnaire. Et ce fonctionnaire-là ne paye pas les loyers. Bon, on va poursuivre qui? Donc voilà les problèmes dont nous devons discuter. Pardon. Et je laisse Lim Daboyo parler. Rapidement, Imna, c'est Non, vous avez la parole. On revient. C'est l'amitié, On là, revient. c'est l'amitié d'enfance là qui parle là maintenant. Non, parce que j'ai pas parlé. Ben, c'est ça. Il n'a pas parlé, il n'a pas parlé. Non, vraiment, là, il y a un problème grave et qui est éminemment politique. C'est le problème du système dans lequel nous évoluons. Et je vous ai expliqué que pour le problème des logements sociaux, le problème qu'on a, ça répond à la même logique. Ça veut dire que vous n'avez rien, vous n'avez pas d'argent, vous n'avez rien. Vous avez de l'argent, vous avez tout ce que vous voulez. Exact. Vous êtes riche, vous habitez où vous voulez. Vous êtes pauvre, vous habitez où vous pouvez. Ça veut dire- Ce qui veut donc dire quoi? Ça veut dire que lorsque avant là on parlait aux socialistes, les capitalistes, tout ça, on croit qu'on parle en l'air. Non, monsieur. Il faut changer de système si on veut avoir d'autres Très moyens bien. de subsistance. Allez-y, Edmond Kamga, allez-y. Il faut Ça, éviter un système qui crée la pauvreté. Edmond Kamga, oui, allez-y. C'est ça le Je voulais problème. dire que ce texte, il est encore mauvais. Je souhaite et je prie. Qu'il y ait des amendements. Je prie le président de Au la moins. République. C'était après le travail du Sénat. Vraiment, j'ai des doutes. J'ai des doutes sur la possibilité du Sénat à rejeter le texte. J'ai des doutes sur sa capacité à Apporter amender le des texte. amendements. Alors, c'est pour cela que j'interpelle directement le président de la République. Quand retour. quand le Sénat va finir son travail et quand il va l'adopter aussi, parce qu'il va l'adopter presque en l'état, et le texte va arriver à la présidence de la République, je souhaite que le président de la République sollicite une seconde lecture. De ce texte. Et que cette seconde lecture tienne compte de tous les doléances, de tous les débats, Les préoccupations. de toutes les préoccupations des Camerounais, tous les débats qui ont eu lieu avant l'adoption, après l'adoption, pour que ce texte reflète la réalité sociale, économique et politique du Cameroun. Alors, c'est très important. Je c'est- vais terminer Ah par oui, un allez-y. point. Oui, allez-y. Un des manquements de ce texte qui aurait pourtant aidé le gouvernement à démontrer à la communauté nationale et internationale qu'il lutte efficacement contre la corruption, ça aurait été d'inclure des dispositions de l'article 20 de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la corruption, la lutte contre l'enrichissement illicite. Illicite, Abdoulaye White. J'espère, on va On va l'absence de la pénalisation de l'enrichissement illicite montre très bien qu'au Cameroun, la lutte contre la corruption N'est pas encore véritablement sur les rails. n'a pas encore atteint son niveau, j'allais dire Optimum. sa vitesse de croisière. D'accord. On va sortir peut-être très rapidement. Hilaire Zipan, l'autre chose qui se dégage à l'issue de cette adoption, c'est que le code pénal n'a pas véritablement été revu tant que cela. En 372 articles, on a revu moins de 60 articles là-dessus. Est-ce que ce n'est pas le code pénal lui-même qui était mauvais finalement et que les Camerounais le découvrent seulement aujourd'hui? Parce que les dispositions, par exemple, sur cette immunité, directement du gouvernement, on apprend que ce n'est pas une disposition nouvelle. On apprend que beaucoup de choses n'ont pas été en fait revues. Est-ce que ce n'est pas le code pénal lui-même qui avait des problèmes, mais c'est seulement parce que les Camerounais le découvrent peut-être aujourd'hui qu'on en parle? Si je fais bien de ton argumentaire, j'ajoute celui de Edmond Kamga, je pense que ce code aurait eu une appréciation d'être beaucoup plus précis par rapport aux évolutions antécédentes de 50 ans. C'est ça. Or, lorsque un code comporte des ambiguïtés, vous êtes à la merci du juge. Beaucoup d'ambiguïtés. Il y a beaucoup d'ambiguïtés. C'est ça le problème. Donc, un code doit avoir le côté précis. Surtout que c'est du pénal. C'est du pénal qu'il s'agit. Et devant le pénal, Par exemple, maître, je ne peux rien. Vous voyez, par exemple, une disposition qui est La loi, c'est la loi. celle sur la dot où on dit la dot excessive. Ça ne veut rien dire, dot excessive, par exemple. Exact.
Et là, je prends le cas pour nous. Non, je pense que le but ici, et là, je rejoins le professeur Yinga Moyo en disant donc, il faut que le rapport de force, bien entendu, du débat s'installe à nouveau, aujourd'hui comme les années 90. Il faut que très rapidement, tout l'ensemble des corps sociaux, y compris les politiques, puissent quand même commencer à travailler pour améliorer, pour qu'on puisse rejoindre l'avis de Herman Kamgia pour demander une deuxième relecture de cette disposition. Parce que le maître lui-même... Attendez, maître, j'avais vous chuter, c'est bon pour vous. On sort par vous, maître. Je vous en prie, avant de prendre la parole, on sort par vous et donc je vous donne l'opportunité de dire ce qu'il faut faire pour ce texte-là. Rapidement, en une minute, vous avez une minute. Oui, en une minute, je voudrais dire qu'il y a ce qu'on appelle des peines alternatives. Les peines ne sont jamais automatiques. La loi a permis des travaux d'intérêt généraux. C'est-à-dire également des peines où sont les peines sanctions, vous pouvez changer, vous payez, on vous laisse. On a prévu beaucoup de choses. Oui, mais le pauvre n'a pas sa place. Excusez-moi, je voudrais excusez-moi. Rapidement, s'il vous plaît. Je voudrais, en ce qui concerne l'adultère, parce que les gens en parlent beaucoup. Rapidement, je vous en pour prie. vous expliquer que l'adultère avant était pour si on trouve la femme n'importe où, mais pour l'homme c'était à la maison. Maintenant on a fait en disant que c'est... Mais si vous amenez un enfant dehors, c'est déjà l'adultère. Excusez-moi. Par contre, le texte dit que si vous apportez la preuve que vous êtes marié sur le régime polygamique, on ne vous poursuivra pas. Ça veut dire quoi? Que le texte vous demande aux Camerounais d'être polygame pour qu'on ne vous poursuive pas. Ça veut dire que le texte, comme le dit, n'a pas véritablement changé. Ça n'a pas changé. La polygamie, c'est une pirouette. C'est une pirouette. C'est une analyse. Puisqu'on ne poursuit pas les... Ça veut dire que le texte, comme on le disait, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas changé. Ça veut dire que ça pose d'autres problèmes. C'est un texte qui comme beaucoup d'incongruités. Comme tous les textes, ça va s'améliorer à l'usage. Ça va s'améliorer à l'usage par les avocats. On l'espère en tout cas parce qu'il y a beaucoup de dénonciations. On va sortir par, je le disais, ce petit mot sur le Sénégal et la libération de Karim Wade. On parlait d'enregistrement illicite tout à l'heure. Et justement, Karim Wade, qui était incarcéré pour enregistrement illicite, a bénéficié d'une grâce présidentielle en fin de semaine. Alors, Maître Pensy, on va aller par vous encore. En une seconde, parce qu'on n'a plus beaucoup de minutes, quelle est votre appréciation de pouvoir régalien du chef d'État qui vient en tout état de cause de la jouissance de la royauté. C'est-à-dire, vous êtes condamné et le roi arrive en disant je l'absous. Très bien. Mais par contre, attention, m'a donné une minute. Coup politique. De Macky Sall, qui avait une épine dans le pied, ça lui posait trop de problèmes. Il va faire partir le fils qui a déjà accompli la moitié de sa peine. Et en accomplissant la moitié de sa peine, il pouvait bénéficier d'une libération conditionnelle. Donc il le fait partir, il prend un avion privé, il le fait condamner une amende astronomique de plus de 198 millions d'euros. C'est quelque chose d'astronomique et il le fait partir par avion au Qatar. Donc ça veut dire que le Sénégal cet argent-là, je ne sais pas ce que ça va. Détente l'atmosphère aussi politique peut-être. Non, il faut dire, oui, c'est la détente politique. Je crois que Macky Sall, je pense qu'il avait un agenda secret dans cette affaire. Même comme les avocats de Karim Wade avaient dit que c'était une affaire politique, ce n'était pas au départ une affaire politique, puisqu'en réalité, il a été démontré. Bon, c'est vrai que ce qu'on disait qu'il avait détourné, c'était immense. Mais on est quand même arrivé à démontrer une partie de ce qu'il a pu détourner. Et c'est sur la base de cela que la Cour de répression contre l'enrichissement illicite l'avait condamné à 6 ans de prison. Il a fait la moitié de sa peine. Je dois préciser ici que dans la décision de grâce présidentielle, oui, il est libéré, mais il doit rembourser la condamnation pécuniaire. Il doit rembourser l'argent. Ça a été précisé, oui. Ça a été précisé. Et dire, pour terminer, que c'est effectivement un coup politique, parce qu'il faut le savoir, Macky Sall a travaillé avec le père de Karim Wade. Il a été son directeur de campagne, il a été Premier ministre, il a été président de l'Assemblée nationale. Mais à un moment donné, leurs positions ont divergé. Il y a eu une sorte de frustration qu'il a subie. Il a quitté le PDS, il a construit son parti, et puis il est devenu président de la République. Et puis, il avait 2 choses à démontrer aux Sénégalais. D'abord, qu'il est décidé à lutter contre la mauvaise gouvernance. Il avait même créé un ministère de la bonne gouvernance dans son tout premier gouvernement. Et vous voyez qu'il a réussi son coup. Même si la deuxième partie,
Même C'est si que on lui- je ne suis On lui pas... reproche un peu cette libération quand même. Oui, on le lui reproche. Mais j'ai dit, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris par la grâce. D'accord. Il avait Parce que, dit- oui, il avait annoncé même. Il avait annoncé qu'il va le libérer. Mais il le sait, il sait pourquoi il le fait. Très bien. Alors, Non, je vais terminer, s'il te rapidement, plaît. je rappelle le temps, Je dois dire le temps. que lui, il a un souci politique. Il veut rempiler. Et je vous dis qu'il va rempiler parce que c'est un coup politique. Oui. Très Et bien. il s'est arrangé, vous savez, il y a dans plusieurs pays l'inéligibilité. Quand vous êtes condamné ainsi, je ne sais pas, au Sénégal, c'est peut-être 3 ans, en France, 2 ans et autres. Il sait très bien qu'avec la peine que Karim Wade a subie, il ne sera pas candidat face à lui. Mais il reste quand même candidat, il y pense, c'est ce qu'on a Non, précisé. ça, c'est théorique. C'est théorique. C'est théorique. il Oui, reste c'est candidat. théorique. Est-ce que Mais ça- c'est est-ce important, que- c'est oui. important. Est-ce que ce coup-là ne peut pas se retourner quand même contre le président Macky Sall, le coup politique qui vient de... Non, je pense que les prédécesseurs ont pratiquement tout dit, mais il n'en demeure pas moins que lorsqu'on est un politique, on appartient à une famille politique. Et la famille politique de Macky Sall, c'est la famille libérale, qui est la famille en principe majoritaire dans le paysage politique sénégalais pour le moment. Et Macky Sall vient d'adopter une nouvelle constitution, ce qui lui donne donc une nouvelle légitimité pour pouvoir un peu aller à l'avant. Il fallait donc élarguer complètement tous ses adversaires immédiats, parmi lesquels Karim Wade. Oui. Et donc là, pour le moment, il a une visibilité qui lui permet de se mettre. Et donc, il fait donc un appel de pied Au PDS. Au PDS et aux militants du PDS, aux sympathisants du PDS, que quelque part, vous voyez, je n'étais pas méchant, j'ai voulu sanctionner quelqu'un, je l'ai fait, et maintenant on peut se réconcilier pour pouvoir continuer à gérer le Mais Sénégal. on risque quand même de perdre les faveurs des partisans de son parti, à lui qui considère que c'est une énorme faute Dans les politique appareils d'avoir politiques, libéré Karim Wade. dans les appareils politiques, il y a très peu de militants, mais dans le paysage politique, il y a beaucoup de sympathisants. Oui. Ouais, Inga Moyo, pour une dernière pour sortir. Moi, je pense que c'est une opération politique. Oui, bien sûr. Même si Macky Sall en tire un bénéfice pour les prochaines élections, Déjà, il les n'en reste législatives pas l'année moins, prochaine. à mon avis, qu'il aura sa conscience face aux Sénégalais, même si les opérations politiques le maintiennent au pouvoir. Je voudrais juste rappeler par rapport au Cameroun, par rapport à ce qui s'est passé, les institutions des droits de l'homme avaient condamné le Sénégal pour cette affaire. Les mêmes institutions ont condamné le Cameroun pour certaines affaires. On arrive à une libération par la grâce. Est-ce que l'avenir, ce sera la même chose? La question est posée. C'est ça, cette le question problème. que nous allons C'est un problème fermer de Si ça cette peut émission apporter la de Droit de réconciliation France, je vous en prie. nationale, pourquoi Merci pas? à vous, monsieur, d'être venu sur notre plateau. Merci à vous, professeur Lingemoyo. Merci, maître Pensi. Merci à vous, Ilan Zipan. Merci à vous, Edmond Kamga, d'être venu. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain avec un autre panel et d'autres sujets. Bon dimanche à tous.